Bonsoir. Dans l'actualité de ce 26 juillet 2013, la phase apocalyptique d'une carrière qui s'annoncerait au commissaire Keïta, l'accusateur dans l'affaire du trafic présumé de drogue dans la police nationale, qui pourrait éminemment subir de lourdes sanctions suite à une batterie de fautes graves. Il aura creusé sa propre tombe, ce puisatier, pris au piège dans son ouvrage. Faute de pouvoir l'extirper du puits, Ahmed Gueye a été enterré sur place par les sauveteurs. Nous sommes allés à la rencontre de sa veuve, une épouse affligée, limite abattue par cette inhumation par défaut de son cher mari. L'arrêt de bus de la pointe des Almadies supprimé, les usagers de la ligne 47 s'en plaignent. La proximité avec l'ambassade des États-Unis expliquerait cette mesure. Nous retrouverons notre envoyé spécial au Mali à Bamako, Ibrahim Kane, qui a rencontré l'un des candidats favoris à la présidentielle de dimanche prochain, Soumaïla Cissé de l'URD, extrait de l'entretien en fin d'édition. L'affaire de trafic de drogue dans la police nationale, le point de mire se confond de plus en plus avec l'accusateur, le commissaire Keïta, dans l'attente de crouler sous de multiples sanctions. Il est déjà interdit de sortir du territoire national après donc le limogeage de son accusé Abdoulaye Niang, remplacé par Anassé Moufaye à la tête de la police nationale. Keïta attend quant à lui d'être fixé sur son sort. Ibou Diouf. Le rapport d'enquête produit par l'Inspection générale des services de sécurité transmis au chef de l'État en Conseil des ministres hier brandit l'ex-DGPN Abdoulaye Niang et accable le dénonciateur Cherna Keïta. Le président de la République a ordonné la poursuite des enquêtes judiciaires par le procureur de la République et des sanctions disciplinaires contre le commissaire Keïta. L'idée, c'est d'avoir porté des allégations mensongères sur la personne d'Abdoulaye Niang et également sur d'autres personnes concernées par ce dossier-là. Des allégations mensongères, c'est quand même tout de même assez grave pour un corps aussi important que la police, qu'on puisse mettre en cause sans en apporter la preuve matérielle de ces allégations-là, quand même c'est des fautes assez graves. Une évolution du dossier qui risque de coûter cher au commissaire Cherna Keïta. Le conseil de discipline aura à décider du sort d'un des leurs. Dans la grille des sanctions, le tribunal disciplinaire de ses pairs devra se prononcer sur sa suspension du corps de la police ou de demander sa radiation pure et simple pour violation du droit de réserve et pour non-respect de l'autorité hiérarchique. Selon nos sources, des agents de la prévôté se sont présentés hier au domicile de Cherna Keïta pour confisquer son arme de service, requête à laquelle le commissaire divisionnaire n'avait pas encore donné suite. Une mesure d'interdiction de sortie du territoire a été déjà prise à l'encontre de l'accusateur du commissaire Abdoulaye Niang. Toutefois, le commissaire Cherna Keïta peut lui aussi saisir le juge civil pour dénonciation calomnieuse, diffamation, atteinte à l'honneur et demander réparation des dommages et préjudices causés par son subordonné. Il faudra juste que le commissaire Keïta apporte des preuves tangibles et irréfutables contre la hiérarchie. La nouvelle directrice générale de la police nationale n'est sans doute pas portée à l'heure actuelle par le caractère prestigieux qu'on pourrait prêter à son nouveau poste, compte tenu du contexte, un contexte de crise qui appelle en effet plusieurs défis qui l'attendent. Le commissaire Anassé Moufaye prend les commandes de la police au moment où ce corps est très secoué par une affaire de drogue qui incrimine de hauts gradés. Jamais dans l'histoire de la sûreté nationale, la police n'a connu autant de soubresauts. En 2 mois, l'institution a vu 3 commissaires de classe exceptionnelle défiler à sa tête. Kodembeng, après 3 ans à la direction, est emporté par le voyage du député Omar Sarr en Mauritanie, alors interdit de sortir de territoire. Il est remplacé par le commissaire Ibrahima Diallo, même si c'est un changement éclair. Ensuite, Abdoulaye Niang, ancien DG de l'OCRTI, s'est confirmé à la tête de la DGPN. 2 mois plus tard, le commissaire Cherna Keïta est bombardé patron de l'OCRTIS avant d'être démis. C'est le début de la guerre entre ce dernier et son supérieur hiérarchique. L'ex-directeur de l'OCRTIS mouille le patron de la police nationale dans une affaire de drogue. Il l'accuse de verser dans le trafic de stupéfiants en collaboration avec des trafiquants notoires. L'histoire importune la République et elle décide de sévir. 1 semaine après, la première sentence tombe. Le Conseil des ministres démet Abdoulaye Niang de la direction de la police et nomme Anassé Moufaye, réputée femme à poigne. Derrière cette nomination, les autorités espèrent réparer les cafouillages et autres tâtonnements sur le choix du directeur et restaurer la rigueur sacerdoce de la police dans le but de redorer son blason.
D'autres défis dans un tout autre registre, ceux qui attendent l'ex-patronne de l'inspection générale d'État, Nafi Ngom Ndour, au gouvernail de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle mission de Madame Ndour, plutôt préventive pour l'essentiel. Le projet de loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a été adopté le 12 décembre 2012 par l'Assemblée nationale. L'OFNAC est une autorité indépendante qui a pour mission la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. La structure est composée de 12 membres nommés par le président de la République pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois. Ces membres sont choisis parmi les magistrats, les membres de l'administration de la hiérarchie A1, les enseignants de rang magistrat des universités, les membres de la société civile et du secteur privé. Ils prêtent serment devant la cour d'appel avant leur entrée en fonction. Par rapport à la précédente Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion, l'OFNAC constitue une innovation majeure dans l'architecture judiciaire du Sénégal. Il dispose de pouvoirs d'autosaisine, de saisine et d'investigation qui lui permettront de donner des avis aux autorités administratives. Il peut aussi se référer aux juridictions compétentes et même au procureur de la République. À l'issue du Conseil des ministres d'hier, Nafi Ngom Ndour est promu à la tête de l'OFNAC. Cet ancien chef de l'inspection générale d'État aura la lourde mission de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance. La veuve de Ahmed Gueye n'aura pas vu la dépouille de son mari, son regretté mari. Ce puisatier piégé par son propre ouvrage et enterré sur place par défaut. Les sapeurs-pompiers venus le secourir ont en effet atteint leur limite difficile à réaliser pour une épouse. Le drame a eu lieu à Golfe Sud et à Diallo, Marie-Christine Mendy. C'est dans ce puits de 20 mètres qu'est finalement décédé Mohamed Gueye. Il n'a pu se sauver ni être sauvé après avoir passé 18 heures de temps à l'intérieur. Puisatier de son état, il devait creuser un puits pour le compte de l'imam de Golfe Sud. gas nañu 15 jours def nañ ko fi ba keroog mercredi. Ce mercredi, ils sont venus pour creuser le puits. C'est vers 9 h que le drame a eu lieu. J'ai téléphoné les sapeurs-pompiers qui sont arrivés vers 10 h, mais jusqu'à 17 h. Ils n'ont pas réussi à sortir Mohamed Gueye et les autorités qui étaient présentes ont fait appel à la marine française. Mais rien n'a pu sauver le puisatier. Il est resté dans le puits jusqu'au lendemain. Les sauveteurs ont constaté son décès vers 5 h du matin. 5 h. L'épouse de la victime meurtrie, désemparée, n'arrive pas à croire au drame. Fatoumata Sow fustige les conditions d'enterrement de son défunt mari. En cette période de Ramadan, mon mari rentrait toujours vers 14 h. Mais ce jour-là, je suis restée jusqu'à 19 h sans recevoir de ses nouvelles. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai demandé à notre fils aîné de lui téléphoner, mais en vain. C'est le lendemain qu'on m'a informé que mon mari était décédé dans ce puits. C'est la volonté divine, mais toute la famille déplore les conditions d'enterrement de mon époux. À mon avis, il fallait nous avertir avant de l'enterrer. Cette décision serait venue du procureur. Il faut ñu def rek ñu suul ko ndax bu mbokk mi ñëwee day gëna metti benen jigé day gëna am. Mohamed Gueye repose désormais dans ce puits dans l'enceinte de la mosquée Golfe Sud, laissant derrière lui une veuve et 7 bouts au bois de Dieu. Ligne 47, la suppression de l'arrêt-bus de la pointe des Almadies irrite vivement les usagers. La proximité avec l'ambassade des États-Unis serait à l'origine de cette mesure. Atanarba, Pape Cheikh Diouf. Les usagers de la ligne 47 qui dessert Ngor, Yoff, Padoua, Grand Yoff et Bourguiba ne décolèrent pas. La raison de leur courroux, l'interdiction désormais faite à cette ligne de s'arrêter à la pointe des Almadies. Le commandant est venu un bon jour nous demander tout simplement de quitter les lieux. C'est difficile, cet arrêt ne nous arrange pas. On est vraiment fatigué. Bon, ça c'est très difficile quoi. On a beaucoup marché, ça fait presque 2 km pour trouver un bus. Et ça c'est pas normal. Alors qu'auparavant, c'était juste devant l'ambassade. Vraiment, c'est difficile quoi pour les voyageurs, surtout nous les Sénégalais quoi. Ils dénoncent la privation de liberté dont ils souffrent dans leur propre pays. Ici, nous sommes bien au Sénégal, mais pas aux États-Unis. Il ne peut pas nous demander de quitter la pointe des Almadies. Vous trouvez ça normal?
est-ce que loolu yoon la. C'est pendant à chaque fois que les étrangers nous imposent, hein, ils viennent nous trouver dans notre pays et nous imposent leurs lois. Et ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Sénégal. Hein. Vraiment, je veux que le gouvernement revoie cette situation. Quoi, hein. Aujourd'hui, face à cette situation, les usagers de la ligne 47 cherchent toujours à connaître l'origine d'une mesure qui les importune. Le groupement des diplômés sans emploi assiège la place de l'Obélisque le 20 août prochain. Les jeunes ont rencontré la presse ce matin. Leur souhait, une politique de l'emploi plus efficiente. Diafar Abba Maimouna Ndiaye. On doit avoir le courage de manifester. Ils sont tous des diplômés sans emploi. Réunis autour d'un rassemblement, ces jeunes se sentent oubliés. Ils demandent au gouvernement de Macky Sall de réagir. Ils reviennent pour nous dire qu'on recrute 5500 dès janvier. Nous sommes presque fin juillet, il n'y a rien. Ils reviennent nous dire que le FONGIP a 6 milliards. 6 milliards pour financer l'emploi des jeunes, les projets des jeunes. On est même allé jusqu'à nous promettre que nous serons des observateurs au sein du FONGIP. Cette qualité allait nous permettre d'avoir une ligne de crédit pour nos membres. Il s'est avéré qu'il n'y a rien au FONGIP. Leur collectif est composé de 3000 maîtrisards et doctorants issus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, entre autres instituts. Aujourd'hui, ils sont déterminés et optent pour une grande mobilisation. Nous avons décidé, nous, regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, en collaboration avec la Coalition nationale pour l'emploi, d'organiser un grand rassemblement le 20 août 2013. Ce sera un sit-in. Nous voulons d'abord, dans un premier temps, faire un rassemblement à la place de l'Obélisque, dire au peuple sénégalais que voici une jeunesse qui est désorientée, une jeunesse qui est découragée, une jeunesse qui a été utilisée. La plateforme revendicative se poursuit. D'ailleurs, d'autres actions sont en vue. Je vous l'annonçais hier, cette prorogation des inscriptions sur la liste d'électeurs. La date limite était préalablement fixée au 25 juillet. Hier donc à 0h, l'opération va se poursuivre jusqu'au 9 août prochain. Malgré tout, les électeurs semblent toujours traîner des pieds, notamment à Dakar. Les inscriptions sur les listes électorales prorogées jusqu'au 9 août prochain. Au centre d'inscription de Grand Dakar, le président de la commission fait le point. Pour les inscrits, nous sommes à 1557. Alors pour la modification, nous sommes à 2615, comme vous voyez. Alors, donc il y a énormément d'électeurs qui sont passés ici. Donc c'est satisfaisant. Bon, à mon avis, quand même, compte tenu quand même du rush des derniers jours, je pense qu'il reste beaucoup à faire encore. Ce jeune homme a saisi l'occasion pour accomplir son acte citoyen. Au début, j'avais pas l'envie de déposer quoi. Mais après, je me suis dit pourquoi pas de déposer parce que je suis un citoyen d'abord. En plus, hier soir, avant de me coucher, j'ai suivi l'information. Je me suis dit, pourquoi pas me lever ce matin, je me dépose une carte. Autre lieu d'inscription, le centre de la commune d'arrondissement de Gueule-Tapée face Colobane. Ici, c'était le rush hier. Hier, c'était un rush total. Ça, j'avoue que c'était un rush total parce que le Sénégal est habitué toujours à venir au dernier moment. Le taux est un peu faible par rapport aux élections présidentielles. Cet autre citoyen n'a pas encore eu le temps de s'inscrire sur les listes électorales. La récente campagne de sensibilisation du ministère de l'Intérieur dénommée Kai Bindou a incité beaucoup de citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, témoignent les membres de cette commission. Par ailleurs, des mouvements politiques font du porte-à-porte pour convaincre leurs militants à s'inscrire. Ces derniers ont jusqu'au 9 août prochain pour le faire. À Rufisque, les nuages se dissipent sur l'origine de l'incendie d'un immeuble près du marché central. Un ouvrier, simplement, qui n'a pas appelé à l'aide à temps. Il aurait tenté de maîtriser tout seul les toutes premières flammes déclarées au niveau de son chantier, là où il avait ses outils. Eh bien, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs millions de francs CFA.
Nous sommes sur le lieu du sinistre. Les sapeurs-pompiers viennent de maîtriser les derniers foyers de l'incendie qui a tout ravagé sur son passage. À l'intérieur du premier étage du bâtiment, les propriétaires de l'immeuble à la recherche de certaines affaires nous révèlent les véritables causes de cet incendie. Ici, dans cette chambre-là, il y avait une fuite ici aux salles de bain. C'est le grossiste qui vient déclarer que cette fuite-là en train de fouiller ses bagages. Il a appelé un gars, il l'a amené ici en lui disant qu'il veut qu'il répare cette fuite-là qui était là. Il y a le mec qui a allumé le chalumeau parce qu'il y avait un chalumeau et une bouteille à gaz. Il l'a allumé. En ce moment-là, le bois a pris feu parce qu'il n'y avait que du bois dans cette maison-là. Chez les commerçants établis au rez-de-chaussée, ils n'arrivent pas encore à évaluer les dégâts et continuent de crier à l'aide. Les autorités ont passé ici, mais ils n'ont pas encore fait de réaction. Les sinistrés, avec l'approche des fêtes, on comprend. Il faut les aider il faut aider les sinistrés car ils en ont besoin. Chaque jour il y a des incendies à Rufisque, mais ils ne font aucune action. C'est pour cela que nous déplorons et nous lançons appel pour aider les sinistrés car c'est difficile. Et on déplore même les douches d'incendie de Rufisque. Hier on a vu que le camp Bargny est passé ici pour renforcer l'eau. Il fallait faire les douches d'incendie de Rufisque, réparer tout. On avait fait des devis, mais la mairie n'a pas encore fait une action. Des sinistrés qui ont tout perdu dans cette violente incendie qui constitue le principal sujet de discussion à Rufisque et ses zones. Mali présidentiel prévu dimanche prochain. Ils étaient 28 au départ, 27 à présent suite au désistement d'un des candidats. Eh bien, l'un de ces 27 candidats en lice, Soumaïla Cissé, est l'un des favoris de ce scrutin. Notre envoyé spécial Ibrahim Khan l'a rencontré. Voici un extrait de leur échange. Pour que dans les 5 ans, on définisse les objectifs, qu'on définisse les priorités, qu'on définisse vraiment les besoins. Dans ces besoins, bien sûr, il y a des armements, il y a de la formation, il y a le recrutement. Ensuite, la troisième chose, c'est qu'il faut aussi réfléchir à l'après-armée. C'est des hommes et des femmes comme vous et moi, qui ont femmes, qui ont enfants, qui ont besoin d'une vie décente après l'armée. Il faut donc travailler sur le social, comment avoir des logements, comment les aider à avoir un métier. Maintenant, compte tenu de la gendarmerie, de la garde républicaine, il faut que ces maillons aussi soient confortés. Parce qu'en fait, c'est par le renseignement, par la formation et l'information qu'on peut éviter tout simplement la guerre. Donc on veut vraiment pouvoir rénover l'armée malienne dans un cadre beaucoup plus moderne et surtout un cadre régional.